Commençons, ça va avoir cet effet-là. Je commence, je suis l'apéritif. Donc, simplement pour repréciser les objectifs de la journée. Donc, hier, c'est une journée qui est organisée dans le cadre de la journée de formation de l'inspection académique du 4 par l'association Tête en l'air. Donc, là, ici, je remplace Sophie Rouillon, qui est la présidente de cette association, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Notre objectif, c'était d'arriver, de favoriser la création de liens entre les enseignants, les médecins scolaires qui sont sur le terrain, et puis donner une information autour des enfants qui sont, pour les enfants qui sont opérés et soignés pour une tumeur cérébrale maligne. Tête en l'air, c'est une association de parents, d'enfants, d'amis, d'enfants qui sont soignés et suivis dans un service de neurochirurgie. Donc en neurochirurgie, il y a beaucoup de pathologies, bien sûr. Aujourd'hui, on se concentre, hier, on se concentre sur les enfants porteurs de tumeurs cérébrales malignes. Michel Guéret, coordonnateur SASPAD. Carmen Soria, neuropsychologue au centre Maurice Coutreau de Bondy, qui prend en charge l'enfant handicapé moteur. Laure Moran, médecin de l'éducation nationale à Colombes. Florence Delnaren, ça fait 2 ans que j'ai cette petite fille, je travaille à mi-temps. Et elle a quand même fait une rechute cette année, elle s'est fait réopérer, elle a eu tout un suivi de radiothérapie. Donc voilà. C'est pas facile pour moi d'être ici en tout cas. Je suis très contente de participer à cette formation, même si je n'ai pas encore de suivi pointu sur telle ou telle situation. On y va? Oui. Messieurs, dames, je remercie l'association Tête en l'air, et Françoise Garossini de m'avoir invité à vous parler de la neurochirurgie pédiatrique. Voici l'enceinte du crâne ici, et dans la tête vous avez 3 choses. Pour les hommes et pour les femmes, c'est pareil. Cerveau, liquide cérébrospinal et du sang. Quand on est bébé, la boîte crânienne n'est pas soudée, puisque vous savez qu'on a une grosse fontanelle ici, et puis toutes les sutures sont encore ouvertes. C'est ce qui permet heureusement au crâne de grandir et d'avoir une difficulté. Voici un scanner qui vous montre en blanc autour le crâne, en gris le cerveau, et en noir, vous voyez les toutes petites poches, les papillons au milieu. Ça, ce sont des ventricules normaux chez un enfant. Mais dans le service, on voit rarement des images comme ça. Parce qu'ils ont tous plus ou moins un petit degré d'hydrocéphalie. La fontanelle va être tendue. Il y a ce qu'on appelle un regard en coucher de soleil, avec les yeux qui sont coincés en bas, ou bien un enfant qui a un strabisme, qui louche. Vous voyez, l'œil ici est à l'intérieur. Donc on peut faire cette technique de ventriculo-cysternostomie s'il y a un obstacle. Ça marche très bien, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Nous, on le fait très souvent. Voilà, bonjour. Merci pour votre invitation, pour votre présence. Donc les repères essentiels, c'est d'abord de considérer que ce sont des enfants ou des adolescents qui traversent ou qui doivent continuer à rester enfants et adolescents, et qu'il n'y a pas que la maladie. Le deuxième aspect, c'est qu'ils sont traités pour un cancer, donc avec tout ce qu'implique l'expérience du cancer, c'est-à-dire une expérience qui se déroule dans leur corps, mais aussi bien le corps physique que l'image fantasmatique, inconsciente qu'ils en ont, que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes quand ils se regardent dans la glace, ou qu'ils ont quand ils constatent la façon dont les autres les regardent. Parfois, c'est l'enfant qui met le doigt dessus et qui titille la culpabilité inévitable de tout parent. Par exemple, les parents se disent est-ce que les choix de réussite, d'enjeux professionnels, c'était bien? Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'on est passé à côté des premiers signes de la maladie de l'enfant parce qu'on était tellement investi par notre travail? Est-ce que c'est pas la relation à nos parents? Donc ça peut être pour l'enfant des conduites de risque. J'ai échappé à la maladie, maintenant je peux tout me permettre, ou c'est pas parce que j'ai été malade que je suis à jamais fragilisé, donc je montre par des conduites de risque que je suis actif, je peux prendre des risques, et que c'est pas la maladie qui me fera mourir. Si je dois mourir, ce sera éventuellement
la propre initiative. Le fonctionnement cognitif, de l'image de soi, du sentiment d'identité, de la relation aux autres, peuvent être de nouveau déstabilisés quand il y a passage à l'adolescence. Tout le monde est... On a la chance de commencer l'après-midi avec Charline qui va nous parler. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il plutôt après la chirurgie, la neurochirurgie? Je sais que Stéphanie Puget nous a parlé de la chirurgie, mais la chirurgie c'est un temps bref, intense, avec des conséquences très importantes pour les enfants, mais qui ne résument pas du tout leur parcours. J'essaie de vous montrer en quoi ça impacte sur ce qui va se passer pour les enfants après. Alors j'utilise souvent cette image, ça fait 10 ans maintenant, parce que pour traiter des tumeurs cérébrales chez l'enfant, il faut un bond, une brute et un truand. Il va y avoir besoin de chirurgie, il va y avoir besoin de radiothérapie et il y avait besoin de chimiothérapie. La plupart du temps, les enfants vont avoir besoin de radiothérapie et on sait que c'est ce qui va impacter le plus sur le développement ultérieur du cerveau, sur la mise en place d'un certain nombre de fonctions et d'apprentissage. Je vous en parle parce qu'il y a plein de fantasmes autour de ça. Dans les écoles, on se dit mais est-ce qu'il peut aller en cours de récré? Ah, oui, il peut aller en cours de récré. Dans le sud, ils laissent les enfants jouer au rugby avec une chambre implantable. Donc il peut aller en cours de récré. On va enchaîner avec la chimiothérapie, on va leur mettre en place ce réservoir. Donc vous avez la peau qui est comme ça ici, et chaque fois on va anesthésier la peau. Donc pendant ces chimiothérapies-là, on essaye la plupart du temps à ce que les enfants puissent intégrer au moins à temps partiel l'école, parce que ça dure plusieurs mois. En règle générale, ça peut aller de 6 mois pour les plus courtes à 1 an et demi pour les plus longues. Donc plus c'est long, moins c'est intense, et donc plus ils peuvent aller à l'école, plus c'est court et plus c'est intense, et moins ils peuvent aller à l'école. Les fleurs existent, ça va le faire ça. Voilà, c'est bien. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le but des bilans neuropsychologiques dans le service et puis la prise en charge des enfants. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les séquelles intellectuelles, elles dépendent de l'âge de l'enfant. Plus l'enfant est jeune, plus les séquelles sont importantes. De la localisation de la tumeur, et même pour un même type de tumeur, c'est-à-dire si on prend un méduloblastome, selon s'il est situé complètement dans le vernis, l'hémisphère cérébelleux gauche, l'hémisphère cérébelleux droit, vraiment plus envahissant, on n'aura pas tout à fait les mêmes types. Selon le traitement, il est clair qu'un enfant qui a eu de la radiothérapie a plus de séquelles que celui qui n'en a pas eu. Celui qui a eu un traitement par chimiothérapie haute dose a également plus de séquelles que celui qui a eu uniquement de la radiothérapie. Et la dernière variable, ce sont en fonction des facteurs neurologiques post-opératoires. Certains enfants, en fonction de la localisation de la tumeur, ont un syndrome cérébelleux persistant, des troubles automoteurs, des syndromes cérébelleux, des mutismes kinétiques. Alors ils n'ont pas tous ça en même temps, mais parfois ça peut arriver. Pour ce qui est du QI, on passe les échelles de Wechsler. Donc vous avez plusieurs types, vous en avez 3. La WIPSI 3 pour les enfants d'âge préscolaire, donc avant 6-7 ans. Ça, c'est la courbe de Gauss, c'est la répartition des QI dans la population générale. Vous avez la mémoire épisodique, c'est la mémoire de la vie quotidienne, les rendez-vous, les noms des personnes. Ne pas confondre avec des troubles épisodiques de la mémoire. Et la mémoire implicite, procédurale, c'est la mémoire dont vous n'avez pas conscience. C'est-à-dire que vous apprenez sans le savoir. Un enfant peut être incapable de vous donner son adresse, mais être capable d'y aller lui-même. Une fois qu'on a fait la mémoire, on peut s'intéresser un petit peu aux tests visuels. C'est des tests de reconnaissance visuelle avec des objets dont la taille est parfois insolite. Donc ça, c'est un test de développement visuel. C'est 2 exercices mis sur la même diapo. Là, c'est la constance de forme. Donc les enfants doivent repérer cette forme-là parmi celles qui sont présentées en dessous.
quelle que soit l'orientation de l'enfant. Donc ça c'est la figure dorée. Une figure dorée d'un enfant qui a une tumeur germinale maligne. C'en est une autre qui est plus jeune. Le problème de ces enfants qui ont une tumeur germinale maligne, c'est la mémoire. Aujourd'hui, nous allons travailler avec le docteur Michel Mazot, qui a été notre modérateur toute la journée précédente. Et qu'on va encore beaucoup employé aujourd'hui. Voilà, on vous remercie tous d'être là. Moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, donc en ce qui me concerne, je pense que peut-être certains me connaissent, hein, j'ai l'impression qu'on se connaît pour certains, qu'on a déjà travaillé ensemble pour certains enfants. Donc je l'ai dit, je suis médecin de rééducation. En fait, ma pratique, ça a toujours été de travailler avec des enfants scolarisés qui avaient des difficultés d'apprentissage et de travailler à l'école. Parce que les enfants dont nous parlons, ils sont juste à l'intersection entre le médical, ils ont des troubles neuro-machin, et l'école, puisque ces troubles neuro-machin sont la cause de difficultés d'apprentissage qui vont se manifester à l'école. La vraie vie, c'est à l'école, hein, pour les enfants. La vraie vie, c'est pas pendant le bilan neuropsychologique, hein, c'est ce qu'on a dit. Le plus intéressant, c'est pas le QI. C'est de repérer à l'intérieur de ces échelles de Wechsler les points forts et les points faibles. C'est-à-dire des hétérogénéités. Deuxièmement, il y a la mémoire de travail, qui n'est pas une vraie mémoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc où on emmagasine, où on stocke de l'information. Donc le vrai problème, c'est que l'écriture manuelle de l'enfant dysgraphique, celui dont nous parlons aujourd'hui, celui qui est pathologique dans son écriture, il a un vrai problème s'il ne peut pas automatiser son graphisme. Attention à l'aide des doigts. Très souvent, on se dit on va les aider avec leurs doigts. Attention s'ils ont des troubles de la motricité fine. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est mal parti. Donc plus ces enfants ont des troubles de la mémoire, plus il faut limiter évidemment le nombre d'informations à mémoriser. Tout ce qui peut être mis en mémoire dite externe, sur la table, un sous-main transparent, des aides-mémoires de toutes sortes, des cahiers de mémoire. La fille numérique demande... Donc c'est le fait d'écrire les nombres sur une file comme ça, hein, qui évite justement, et pas du tout le tableau cartésien. Hein. Voilà, et donc, ça, voilà, ça c'est l'enfer pour les enfants, ils se perdent de partout. Déjà les tableaux à double entrée de la maternelle, ils n'y arrivent pas, mais alors après, quand il y a 100 cases, je vous raconte pas, là. On écrit les choses sur une file qu'on roule, etc., qui est collée sur la table, enfin il y a des tas de techniques. Lisez les bons ouvrages, vous aurez tout ça, vous allez voir. Donc c'est plein de petits trucs. En fait, c'est des trucs, tout ça. C'est comme l'ordinateur, c'est des ersatz, c'est des trucs pour dépanner si vraiment on ne peut pas faire autre chose. Mais personne n'étude que ça, personne n'étude que ça. C'est bien la réalité de la situation dans un collège. Les infirmières je prends ma classe. J'ai une enfant multiple, j'ai une enfant qui a été atteinte de tumeur cérébrale, j'ai 3 enfants qui sont absentéistes, j'ai 2 enfants qui n'ont quasiment pas de parents, donc ça fait déjà 7. Qui ont chacun leur problème particulier, Voilà. individuel et portatif. Je parle que d'une classe, donc il faut quand même dire la réalité, au collège. Mais ça, c'est la réalité de la loi de 2005. Mais c'est pas une tout à fait. Voilà. Sauf qu'à l'école, c'est facile, en primaire et en maternelle. C'est moins difficile. Au collège, déjà, le prof dont on parle n'est pas présent. Et donc, il n'a pas suivi. Donc, si personne ne va le revoir... C'est le prof principal qui va retransmettre dans la salle des profs. Et là, ça demande de l'énergie. Et vous avez 10% de ce que vous avez dit qui est de nouveau refait 10% dans la salle des profs. Et juste par rapport à ce qu'on disait hier, il y avait quand même beaucoup de médecins qui disaient qu'il fallait stimuler ces enfants, pour leur apprendre à lire avant le traitement et tout. Oui. Donc du coup, pour les parents, ça fait aussi un double discours. D'un côté, il faut les stimuler pour pas qu'ils perdent trop, et d'un côté, à l'école, vous voyez ce que Alors, je veux dire, oui, mais ça c'est une illusion d'optique. Parce qu'il y a 2 choses. Premièrement, je voulais savoir ce que ça veut dire histologiquement, une tumeur bénigne histologiquement. C'est la nature du tissu, c'est-à-dire, on va vous dire que c'est un gliome de grade 4, c'est un craniopharyngome, ça c'est l'histologie, c'est le nom de la tumeur. Ça on le fait, c'est notre travail de faire ça. Il y a également un équerre, un dispositif qui a été mis en place par Françoise, qui est le point scolarité. Et tous les enfants passant en consultation sont en principe vus par une des 2 enseignantes. Ce qu'il y a, c'est qu'on y a en rapport avec les enseignants. La difficulté là, c'est qu'on est en décalage un tout petit peu dans le temps. Et l'enfant, il est déjà éventuellement retourné à l'école. Tu vois qu'il a son point. Il y a 3-4 mois entre le moment où il passe en neurochirurgie.